Oui, oui, et si tu lances United Nations direct, ça bouffe beaucoup plus de bandes passantes, donc oui, et l'équipe va quand même le publier vite. D'habitude, nos directs font environ 3 fois plus d'audience que d'habitude. Voilà pourquoi, parce que les gens regardent le direct après. Bon, Stanislav, content de te voir. On va probablement poster ça assez vite après qu'on aura fini. Dans quelques heures, on s'attend à ce que l'Iran frappe Israël. Israël a franchi la ligne rouge iranienne. Ils ont frappé United Nations immeuble à Beyrouth. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que l'Iran menace de riposter après qu'Israël n'ait touché qu'United Nations seul immeuble. Parce qu'il y a une semaine, il disait avoir évacué la ville et ça donnait l'impression que Beyrouth allait faire partie de la guerre au Liban. Donc il va y avoir plusieurs frappes à Beyrouth, United Nations nivellement d'immeubles. Là, ce n'était qu'une frappe et l'Iran a déjà dit qu'il riposterait assez vite. Je l'ai dit plusieurs fois, mais ça montre United Nations Iran très différent de celui d'avant cette guerre. United Nations Iran qui ne hésite pas à riposter de façon assez dure. Qu'en penses-tu? Tu crains que ça n'escalade? Penses-tu que cela entraînera une nouvelle guerre directe, une reprise du conflit frontal entre l'Iran et Israël? Et quel est le rôle des États-Unis dans tout ça? Eh bien d'abord, cette guerre n'a jamais pris fin. Simplement parce que Donald Trump a rebaptisé Epstein's Fury en Freedom, ou peu importe comment ça s'appelle maintenant. Je veux dire, Donald Trump essayait de réinitialiser les 60 jours et le Congrès le quand même. Au final, United Nations peu remis à sa place. Sur la loi sur les pouvoirs de guerre, le rôle d'Israël, enfin, le rôle de Netanyahou, c'est de rester hors de prison et de garder lui, sa femme et son fils hors de prison. Ils sont tous profondément corrompus. Donc la question n'était pas s'ils ont frappé United Nations ou une douzaine de cibles. Ils savaient ce qu'ils faisaient et ils le font pour pousser l'Iran à riposter. L'Iran ripostera pour essayer de pousser les Américains à intervenir. Le problème pour Israël, c'est que les États-Unis n'ont pas vraiment beaucoup de moyens pour intervenir, à moins d'accepter de perdre beaucoup de pilotes. Et voilà le problème. Les munitions à longue portée des États-Unis sont très limitées en quantité. Ils en sont pratiquement à court. Ce sont des missiles et des systèmes fabriqués de façon artisanale. Les Tomahawk, les systèmes Patriot, le système d'interception de missiles à haute altitude et tout le reste. Ils sont fabriqués de manière artisanale, ce qui gonfle les coûts et donc les profits. Donc les États-Unis ont peut-être 2 à 3 semaines de munitions à longue portée. Et après, alors quoi? Alors si on veut bombarder l'Iran, on peut utiliser des missiles de croisière lancés depuis la surface. On peut utiliser des kits de guidage pour bombes, y compris des versions à portée étendue qui ne font qu'environ 80 des 5 km, ou bien larguer des rangées de bombes à chute libre, comme si l'on amenait des forteresses volantes. Le problème, c'est que mais il faut survoler l'Iran pour frapper des cibles profondément à l'intérieur du pays. Et quand on survole l'Iran, certains avions ont tendance à ne pas revenir. Et l'Iran le sait, et il sait que n'est peut le faire. Donc, il y a ce facteur à prendre en compte. De plus, encore une fois, je parlais à United Nations ami, Larry Johnson. Lui et Pepe Escobar ont rédigé United Nations article d'après ce qu'on leur a dit, par l'United Nations des hauts responsables pakistanais, que l'Iran avait déjà demandé aux Pakistanais de dire à Donald Trump que possédait au moins une ogive nucléaire. Probablement qu'ils en ont plusieurs et qu'ils sont prêts à en exhiber au moins une. On verra, on verra. Mais cela donnerait sans doute à l'Iran beaucoup plus d'assurance pour tenir tête aux Israéliens. Donc je pense que, sans évoquer les armes nucléaires, l'Iran a amplement les moyens de raser le nord d'Israël. Les Israéliens ont dit qu'ils avaient obtenu l'autorisation de Donald Trump avant cette frappe sur Beyrouth. Pourquoi, à ton avis, Donald Trump d'abord pensais-tu a effectivement autorisé cela? Pourquoi, selon toi, aurait-il fait ça? Parce que cela contredit cet appel qu'ils ont eu European Union il y a une semaine, où Donald Trump criait et insultait. Oui, c'était tout United Nations spectacle. Et Netanyahou a remis Trump à sa place en lui répondant « Eh bien, je ferai comme bon me semble », comme il l'a toujours fait. Je veux dire, à ce stade, que Donald Trump lui ait donné l'autorisation ou pas, ça n'a pas d'importance. Ils vont le faire de toute façon. Et Trump ne peut rien faire pour les arrêter. Regardez, le Congrès des États-Unis vient d'adopter une loi qui intègre Israël au système militaire américain pour les achats, les armes, les secrets et tout le reste. Théoriquement, Israël pourrait se procurer United Nations sous-marin nucléaire, United Nations sous-marin à propulsion nucléaire, si elle le voulait vraiment, bien sûr, aux frais des contribuables américains. Il n'y a plus de
Avant, quand Israël achetait du matériel américain, elle recevait des crédits utilisables uniquement pour du matériel américain et ces achats étaient contrôlés par le département d'État. Il y avait donc une certaine transparence et des restrictions, et ils n'obtenaient pas forcément toutes les informations. Ils ont sûrement pris toutes les informations dont ils avaient besoin. Donc il y avait une sorte de, en théorie en tout cas, il y avait une sorte de séparation, une sorte de filtre. Quant à l'Iran, vous savez, si vous n'avez jamais lu la Constitution des États-Unis, ce n'est pas explicitement interdit parce que personne n'aurait jamais imaginé qu'une chose comme ça puisse arriver. Qu'est-ce qui t'interdit? Dans quelle constitution? Dans la Constitution américaine, intégrer Israël au système américain d'approvisionnement militaire. En fait, c'est la section 224. Dans l'administration des aliments et des médicaments, oui, c'est la section 224. Je ne crois pas qu'aucun des pères fondateurs de l'Amérique, ni aucune autre nation au monde, aurait pu imaginer qu'une chose aussi folle puisse devenir loi. Il y a encore une Cour suprême qui pourrait dire non, ce n'est pas correct, mais la Cour suprême n'a pas tendance à annuler des lois fédérales, elle intervient plutôt sur des lois d'État. Donc théoriquement, Israël fait maintenant partie du système américain. Elle s'y est intégrée, non? Si ça passe, mais tu penses que ça passera? On dirait que oui. Oui, elle est déjà passée à la Chambre des représentants. Elle va passer au Sénat. Le Sénat est presque entièrement acquis à Israël. Je veux dire, la Chambre est assez grande. Il y a beaucoup de personnes à acheter. Le Sénat, c'est 100 personnes. Ce n'est pas tant de monde à acheter, donc c'est beaucoup moins cher. Je veux dire, le Parti républicain aux États-Unis ferait mieux de s'enregistrer en vertu de la loi américaine sur les agents étrangers de 1948. Ce sont des agents étrangers. Je veux dire, tout ce foutu parti est United Nations agent étranger à ce stade. Bref, oui, Israël est intégré au système américain. Théoriquement, il pourrait monopoliser toute la production de missiles que possèdent les États-Unis. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas produire de missiles rapidement. Ils n'en ont pas la capacité. Ce n'est pas une production en chaîne, c'est fait à la main. Et il manque d'aimants en terres rares, ce qui est United Nations, vrai gros problème pour les États-Unis. La Chine n'est pas assez folle pour armer ce qu'elle menace de détruire. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent les faire exploser. Donc, vous voyez, les Chinois ne sont pas fous. Donc à ce stade, Israël va probablement entraîner les États-Unis dans le conflit. Mais que peuvent faire les États-Unis? Pas grand et chose, franchement. Et le pire pour les États-Unis, c'est qu'une fois qu'ils auront tiré ces 2 ou 3 semaines de missiles qu'ils ont encore, ils seront dans une position bien plus faible pour négocier qu'aujourd'hui. Ils ne sont déjà pas en position de force pour commencer, parce qu'une fois qu'il n'aura plus de moyens de dissuasion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bombarder l'Iran directement et perdre des avions tous les jours. Et s'ils se concentraient vraiment sur les infrastructures énergétiques iraniennes, ce qu'ils n'ont pas encore fait? Évidemment, l'Iran pourrait riposter en frappant les infrastructures énergétiques du Golfe, mais là on entre dans United Nations territoire assez... Nous sommes déjà dans une zone dangereuse, mais là ce serait beaucoup plus dangereux, quelque chose que les deux camps ont jusqu'ici essayé d'éviter. Et si les États-Unis montent de United Nations cran en visant les infrastructures énergétiques iraniennes, le Golfe n'aura plus d'infrastructures énergétiques et Israël non plus, à moins qu'on ne les frappe déjà. Si les États-Unis ou Israël commençaient à frapper la centrale nucléaire iranienne, Israël a une centrale nucléaire. Qui peut jouer à ce jeu avec eux? Et je suis sûr qu'à ce stade, l'Iran le fera. Il y a aussi le cas des Émirats arabes unis qui a été frappé par l'Iran comme United Nations avertissement. Ce qui est étrange, c'est que lors des 2 dernières attaques, ce sont Bahreïni et le Koweït qui ont été touchés, pas les Émirats. Pendant toute la guerre, c'était les Émirats arabes unis qui étaient visés. Je pense que ce sont les seules fois depuis le début de la guerre où 2 pays ont été attaqués, davantage que les Émirats et le Golfe, je suppose. Mais ne voit-on pas quelque chose se tramer en coulisses, peut-être United Nations rapprochement? Je l'espère bien qu'il se passe quelque chose pour essayer d'apaiser la situation, mais je ne sais pas. Le problème, c'est que Donald Trump a montré qu'il n'agit pas en toute indépendance. C'est le principal problème. Le président des États-Unis est une personne sous contrôle, plus que ne le sont habituellement les présidents. La plupart des présidents sont plus ou moins contrôlés, très contrôlés, et pas toujours par l'appareil d'État américain, mais aussi par d'autres acteurs. Et c'est évident. Trump a montré qu'il est absolument contrôlé par le lobby israélien. Il n'aime pas l'admettre. Il a fait genre, je lui ai dit d'aller se faire foutre, et tout ça. Non, super. Beau théâtre.
Et ensuite, qu'a fait Benjamin Netanyahou? Il a dit, moi, je ferai de toute façon ce que je veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Je ferai quand même ce que je veux. Et voilà le problème pour Trump. Sa famille est très liée au Golfe. Sa famille est très liée à Israël. Ils se font beaucoup d'argent. Donald Trump a joué sur les marchés de manière démesurée. On a appris qu'il y a European Union plus de 3000 transactions et que Trump s'est enrichi de 4 milliards de dollars cette dernière année, surtout ces derniers mois. Ah ouais? Ouais, et ça c'est juste le président. Il ne parlait pas des gens qui l'entourent. Je veux dire, c'est le même président qui a vendu des Trump Quan, des pièces qui ont maintenant perdu 96% depuis leur pic. Si c'était moi ou n'importe qui d'autre, on appellerait ça United Nations Pump and Dump. Les autorités fédérales leur tomberaient dessus parce que ça s'appelle une escroquerie, United Nations Pump and Dump. Mais quand c'est le président qui fait ça, il a tout de même été puni. J'ai omis de dire que Trump a effectivement été puni. Il a dû payer le prix pour ce qu'il a fait. C'était 200 000 dollars de là. Puni de quoi exactement? Pour certains de ces actes, eh bien, si c'était n'importe qui d'autre, on parlerait de délit d'initié. Mais bon, d'accord, quelque United Nations a investi 200 dollars. Ça fait la une. Tous les humoristes en rient. Mais c'est United Nations. Rire triste. 200 dollars pour avoir gagné 4 milliards en jouant à la bourse en tant que président. Que pensez-vous? Comment l'Iran va-t-il riposter? Parce qu'ils ont deux options. Ils ont menacé deux choses pendant le dernier conflit. Ils ont dit, premièrement, que nous ferions, enfin pas durant le dernier conflit, la dernière fois qu'Israël a voulu frapper Beyrouth, ils ont dit qu'ils frapperaient des objectifs israéliens à l'intérieur du Liban, ainsi que le nord d'Israël. Dans ce cas, Israël n'a frappé qu'United Nations seul bâtiment à Beyrouth, donc c'était une attaque limitée. Maintenant, évidemment, l'Iran doit répondre, parce que ça fait mauvais effet quand on trace une ligne rouge et qu'Israël l'a franchie, et je pense que l'Iran a plutôt envie de riposter contre Israël parce qu'ils sont vraiment irrités par ce qu'Israël fait au Liban. Mais que pensez-vous qu'ils vont faire? Est-ce que ce sera proportionné avec une petite attaque contre des cibles israéliennes au Liban ou est-ce que ça pourrait être assez étendu pour pousser Israël à riposter à son tour? Eh bien, quoi que fasse l'Iran, Israël va essayer de riposter. Ça devient United Nations coup pour coup. Je pense que l'Iran va plutôt monter les enchères, mais de façon proportionnée. Ils n'iront pas s'en prendre à tout le nord de l'Italie, mais Israël. Ils pourraient frapper, qui sait, des Israéliens peut-être. Il y a quelques étapes avant d'en arriver à l'Italie. Je pense qu'il y a quelques échelons avant d'en arriver là. Oui, enfin, ils commencent déjà à coloniser Chypre. Ils demandent aux Grecs de louer avec option d'achat des îles de l'Égée à Israël. Et il va y avoir une nouvelle colonie israélienne en Argentine, d'environ 300 000 personnes. Donc, qui sait, ils pourraient débarquer en Sicile. C'est quoi cette histoire en Argentine? Ah oui, oui, Milley a annoncé qu'il va y avoir une colonie israélienne en Argentine d'environ 300 000 personnes. D'habitude, ceux qui veulent jouer aux nazis attendent d'être en train de perdre une guerre avant d'émigrer en Argentine. Ces types, j'imagine, envoient l'avant-garde pour s'installer au cas où. Ouais, ouais. Il se passe beaucoup de choses. Le plus comique, c'est quand les Israéliens ont proposé aux Grecs de leur louer, avec option d'achat, certaines îles de l'Égée, dans le sud. Comme je l'ai dit, on n'invente pas des histoires pareilles. Et puis il y a Pollard, qui se présente à la Knesset et qui dit franchement qu'il faut qu'on aille combattre la Turquie et l'Égypte ensuite. La Turquie et l'Égypte sont nos deux prochaines victimes. On ne sait pas gérer l'Iran, mais on est prêt à aller se battre contre les Turcs et les Égyptiens. Non, ce type est United Nations idiot. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul. Une grande partie de la Knesset le soutiendra probablement sans hésiter. Donc si on regarde Netanyahou, ses concurrents politiques ne sont pas des gens qui veulent la paix. Ils sont plus radicaux que lui, ou du moins tout aussi radicaux. Donc on passe du très mauvais à encore pire. Voilà le bourbier de la politique israélienne. Il y a des fous, et des fous psychopathes.
Tu n'as personne qui propose d'essayer la paix. Tu n'as pas ces gens-là. Ces personnes n'ont pas la parole. Ils sont là, mais très minoritaires. Alors que se passe-t-il? Si l'Iran ne frappe que des cibles israéliennes au Liban, qu'est-ce qui, selon toi, arrivera? Penses-tu qu'Israël devra répondre? La riposte sera proportionnée? Ou est-ce que ce sera au jugé? Est-ce qu'on cherche à provoquer une escalade entre Israël et l'Iran? Ou est-ce pour tester les lignes rouges de l'Iran? Quel est l'objectif la confuse? Comment penses-tu que s'est déroulé l'appel entre Netanyahou et... Je pense qu'ils veulent que Trump s'engage à nouveau pleinement dans cette guerre. Ce n'est pas que les États-Unis aient tant de moyens, mais je pense que c'est le but. Netanyahou ne peut pas laisser tomber ce conflit. Il est au pouvoir tant que ce conflit continue. C'est comme Zelensky. La fin du conflit signifie la fin de sa carrière, peut être la fin de sa vie. Donc c'est United Nations problème. Quand on a United Nations leadership comme ça d'United Nations côté, ils n'ont aucun intérêt à arrêter les combats. Absolument aucun intérêt à arrêter les combats. L'Iran pourrait, s'il riposte de façon proportionnée, s'il monte les enchères mais reste dans certaines limites, il pourrait viser par exemple les systèmes du dôme de fer. D'ailleurs, ces mêmes systèmes ont été touchés par des drones du Hezbollah. Il pourrait facilement les atteindre. Oui, le Hezbollah sait où il se trouve. Du moins, ceux dans le nord d'Israël. L'Iran pourrait facilement les détruire. Ces systèmes ne peuvent rien contre United Nations missiles balistiques entrants. Ils ne sont pas conçus pour ça. Laissez-les humissiétir, ça. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour que les États-Unis soient entraînés dans? Jusqu'où, d'après toi, l'Iran peut-il pousser sans entraîner les États-Unis, au point où les États-Unis seraient obligés de répondre aussi en soutien? Voilà la question. L'Occident ou les États s'unissent? Plutôt l'Occident, donc. Je ne pense pas que les États-Unis vont riposter, je parle de l'Occident, de l'Europe, ils sont tous complètement hors mouille de jeu. Parce que c'est ce que tu disais, combien de temps avant que l'Occident intervienne? Ah, je parlais des États-Unis. Oui, non, pardon. Les États où s'unissent. D'ailleurs, l'Iran menace de frapper. Il y a aussi une base des États où Tunis en Roumanie d'où partaient au moins des ravitailleurs. Et il y a au moins une base aérienne au royaume Ousuni utilisée par les bombardiers Stratofortress. L'Iran ne peut pas atteindre le royaume Ousuni, mais il peut atteindre la Roumanie. Donc de ce point de vue, ça peut s'élargir. Combien de temps? Je veux dire, tout dépend de la frappe. Le problème pour Trump, c'est que c'est la saison des déplacements en voiture aux États-Unis. Exact. C'est la période des vacances. La plupart des gens ont à peine les moyens de partir en vacances de toute façon. Beaucoup ne partent même pas en vacances aux États-Unis. Ils ne partent qu'une fois, tous les 2 ou 3 ans, parfois plus. Ils préfèrent la voiture parce que l'avion est beaucoup trop cher pour la plupart des familles. C'est la réalité. Et quand le prix du carburant double par rapport à ce qu'il était avant, beaucoup de gens vont être furieux. En plus, il y a le 4 juillet qui arrive. Donc la dernière chose dont Trump a besoin, c'est d'United Nations incident embarrassant avant le 4 juillet. Et la saison des déplacements, c'est exactement ça. Et quand les gens seront de retour, les élections seront imminentes. C'est donc une période délicate pour quoi que ce soit de ce genre. Les prix ont déjà augmenté. Si Trump s'y remet, les cours boursiers vont chuter, puis ils remonteront en flèche. Ils sont artificiellement bas. Ils espèrent que tout cela va passer. Ouais, ils espèrent que tout ça passera. C'est pourquoi le prix du Brent est si bas comparé à ce qu'il devrait être. Honnêtement, le monde est dans United Nations état lamentable. C'est vraiment très chaotique. Personne n'a levé le blocus. Certains navires passent, mais c'est dérisoire comparé à avant. Rien n'a changé économiquement, mais les marchés ont sous-estimé le prix du pétrole. Maintenant, si la guerre éclate à nouveau, ces prix vont remonter. Donc les gens vont commencer à perdre encore plus d'argent. Trump va paraître encore pire. Donc, il n'a aucune raison de s'y remettre. Mais les Israéliens, et ça, c'est l'inconnu. Quel âge a Trump?
On va bientôt le savoir, je suppose. Exactement, exactement. Je dis depuis United Nations moment que c'est United Nations test grandeur nature pour que le monde voit. Parce que d'habitude, beaucoup de choses se passent en coulisses et on essaie tous de spéculer. Tu sais, est-ce que Netanyahou, est-ce que Israël est derrière cette politique? Est-ce cause du Congrès américain? Est-ce cause des lobbyistes? Quel rôle Israël a-t-il joué dans cette guerre contre l'Iran, etc. Ce sont des sujets de débat. Mais dans ce cas, je pense que c'est United Nations parfait exemple que Trump ne veut pas revenir là, c'est dedans. 4 drans, 10% des gens pensent ça, 80% aussi. En ce qui concerne Israël, 4 drans ou 4 drans bouconçant des gens pensent qu'Israël veut que cette guerre continue. On voit donc en temps réel qui va pouvoir donner les ordres. Ça m'étonnerait vraiment qu'Israël parvienne à forcer Trump à revenir dans cette guerre. J'aurais dit que ça m'étonnerait si l'Iran ripostait. Honnêtement, je suis surpris qu'il riposte tout court. Mais si c'est une riposte de grande ampleur, ça m'étonnerait beaucoup, parce que je pense que l'Iran cherche aussi à éviter United Nations conflit ouvert avec Israël ou avec les États-Unis, et surtout avec les États-Unis. Cela dit, ils ripostent plus agressivement qu'avant. Ils ont même dit qu'ils riposteraient à raison d'une riposte et demie pour chaque attaque. Et on l'a vu ces 2 dernières semaines. Dès qu'United Nations ou 2 de leurs radars sont attaqués par les États-Unis, ils envoient une salve de missiles balistiques sur des bases américaines, comme récemment au Koweït et à Bahreïn. Donc ils ripostent de façon plus étendue qu'auparavant. Oui, il y a des images satellitaires montrant United Nations Impact. Oui, le truc, oui, bien sûr, le commandement central des forces armées des États-Unis a dit qu'ils avaient tout abattu. Et puis les Koweïtiens ont révélé que beaucoup de Koweïtiens sont morts et beaucoup d'Américains aussi. Et là, on se dit, bon, d'accord. Alors le commandement central ment. Le commandement central adopte la même approche que Zelensky. Nous avons tout abattu. Rien ne passe jamais. Je ne sais pas ce qui brûle, mais nous avons tout abattu. C'est le genre de discours qu'on entend généralement d'Ukraine. Mais oui, donc voilà. Les États-Unis n'ont plus la capacité d'abattre tout désormais. Ils sont pratiquement à court de munitions à ce stade et ils ne peuvent pas en produire assez vite. Il leur faudra 5 ou 6 ans pour reconstituer ce qu'ils ont déjà tiré. Et encore, à condition qu'ils parviennent à se procurer tous les aimants ou à relancer la production eux-mêmes. Et la production, même s'ils commencent à la remettre sur pied, va prendre United Nations an ou 2 avant d'atteindre une capacité industrielle sérieuse pour le traitement des terres rares. Donc, pour la courte période où nous sommes en ce moment, d'ici la fin de l'année, les États-Unis ne sont pas en position de relancer cette guerre. S'ils avaient été intelligents, ils ne l'auraient jamais commencé. Vous savez, quand Obama disait « Oui, bien sûr », Netanyahou me harcelait constamment. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Je ne suis pas aussi fou. Mais Trump, j'imagine, n'a pas pu. Voilà. Donc tous les regards sont tournés vers ce soir pour voir ce qui va se passer. As-tu vu, au fait, la classification d'hier qui faisait du contre-espionnage israélien une menace critique pour les États-Unis? Tu as vu ça? Ça t'a surpris? Ce n'est pas qu'ils sont considérés comme une menace, c'est qu'on les ait officiellement classés comme tels. C'est ça qui me surprend. La vérité finit par sortir parfois, même du côté des services de renseignement. Il y a 17 agences de renseignement différentes aux États-Unis, si tu peux le croire. Oui, je sais, elles poussent comme des champignons après la pluie d'automne. Je ne peux pas toutes les nommer, il faut que je vérifie. Je ne peux pas toutes les citer. Mais certaines d'entre elles disent la vérité. Je veux dire l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, l'Institut pour le renseignement et les opérations spéciales d'Israël et le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni forment à peu près une famille dysfonctionnelle. D'autres, en revanche, donnent des évaluations assez correctes. Toutes les branches militaires ont leur propre service de renseignement. C'est pour ça. Donc parfois, ils ont raison, et c'est l'United Nations de ces moments. Israël représente, je dirais, une menace pour la stabilité du gouvernement des États-Unis depuis John F. Kennedy, quand ils ont mis la main sur du matériel nucléaire et beaucoup de secrets nucléaires américains. Il se pourrait qu'ils aient joué United Nations rôle dans l'assassinat de John F. Kennedy. Du moins, c'est ce que semblaient indiquer certains documents déclassifiés, d'autant plus que John F. Kennedy voulait une enquête complète sur la façon dont ces matériaux avaient été transférés et envisageait de sanctionner Israël. Donc, tout est possible. Rien n'est exclu. C'est juste étrange que cela soit arrivé juste après l'adoption de la loi d'autorisation de la défense nationale, l'article 224, par le Congrès des États-Unis. Je crois que tout n'a pas été adopté, pas l'ensemble du texte, d'après ce que j'ai compris, pas toute la législation.
Ce qui a échoué, c'est qu'il y avait une clause. Ro Khanna essayait de la faire retirer et il n'y est pas parvenu. Essentiellement, la clause est intégrée au document et maintenant ils vont faire voter une loi qui très probablement sera adoptée. Et ensuite, ça ira au Sénat. Mais le calendrier ainsi que la démission de Stelzi, tout cela survient dans United Nations, laps de 10 jours. C'est juste United Nations, peu bizarre. Parce que Stelzi a démissionné, je ne sais plus il y a combien de jours. Mais il y a la démission de Tulsi, puis l'adoption d'une disposition dans la loi d'autorisation de la défense nationale, et ensuite la classification par le directeur du renseignement national. Non, c'est le directeur de l'agence du renseignement de la défense qui a fait cette classification 2 jours plus tard. United Nations de mes invités m'a dit qu'il a l'impression que tout cela était lié d'une manière ou d'une autre. Il y a une résistance interne aux tentatives de fusionner ou d'intégrer davantage, ou quel mot as-tu employé, fusionner les armées israéliennes et américaines. Tu sais, il y avait des gens qui refusaient l'idée que les États-Unis paient les pensions militaires israéliennes. Pour l'instant, ce n'est pas devenu United Nations projet de loi. Qui sait? Après ça, ça pourrait devenir United Nations projet de loi. Pourquoi ne pas leur payer des pensions israéliennes? En réalité, d'une certaine façon, les États-Unis les paient déjà, tout l'argent que les États-Unis injectent en Israël. Et les États-Unis vont reconstruire Israël. Garantie, cela se fera aux frais des États-Unis. Donc, à ce stade, pourquoi pas? Ça fera 50 et United Nations États. Ce sera United Nations États qui les dirigera tous et 50 États subordonnés. C'est ce à quoi on assiste. Les gens le remarquent et ils sont très en colère. Beaucoup pensent que c'est l'apogée du contrôle israélien et que les choses vont s'effondrer. Mais je ne suis pas si certain que tout s'effondre. Écoute, faire sortir United Nations membres du Congrès des États-Unis, c'est presque impossible. Ils ont European Union Mass en dépensant des sommes énormes. Mais quiconque tente de défier ces politiciens sous influence israélienne, qui constituent la grande majorité du Congrès des États-Unis, doit affronter tout l'argent que le gouvernement israélien va déployer, dont une large part est d'abord de l'argent américain. Donc se débarrasser de ces gens sera très difficile. Le système est déjà tellement enraciné au niveau des États aux États-Unis que c'est insensé. Dans beaucoup d'États des États-Unis, si vous voulez obtenir United Nations contrat d'État en tant que fournisseur de biens ou de services, il faut signer, je crois que ça concerne 11 ou 12 États maintenant, United Nations document attestant que vous soutenez Israël. Ça empire. Au Texas, si vous avez subi une catastrophe naturelle, et surtout à Houston, je peux vous dire qu'il y a presque des ouragans chaque année. Donc les catastrophes naturelles s'enchaînent chaque année. Si vous voulez obtenir de l'argent de l'État du Texas pour réparer votre maison, vous devez signer United Nations document affirmant que vous soutenez Israël. Ah oui, oui, essaie de critiquer Israël si tu es en Floride. Tu peux critiquer les États-Unis. Bien sûr, ça ne pose pas de problème. Si tu reçois des subventions fédérales à l'université, tu peux critiquer les États-Unis jour et nuit. Tu peux les démolir verbalement, les États-Unis, du matin au soir. Essaie de faire ça pour Israël. Non, maintenant c'est illégal. On assimile désormais par la loi l'anti-ish, christianisme dirigé contre Israël, à de l'antisémitisme. Ils se servent d'une définition rédigée, je crois, par une ONG suisse. Et leur définition, qui évolue avec le temps, revient à dire que l'anti-ish christianisme envers Israël est de l'antisémitisme. Donc, ouais, c'est comme dire que si tu critiques Hitler, tu détestes tous les Allemands. C'est le même niveau de folie. Quel était le premier que t'as dit? T'as dit que pour se présenter au Congrès, il fallait signer United Nations document affirmant qu'on soutient Israël? Non, 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 non. Je crois que c'est 11 États américains. Peut-être plus maintenant. Si tu veux être fournisseur, si tu veux obtenir United Nations contrat avec l'État, par exemple comme prestataire de services ou pour effectuer des travaux pour l'État, tu dois signer United Nations document certifiant que tu ne boycotteras pas Israël, que tu soutiens Israël, etc. Si tu étais élitaire. Donc, oui, c'est profondément ancré. Oh oui, tu sais, il y a United Nations vieux dicton. Si tu veux savoir qui te gouverne, demande qui tu n'as pas le droit de critiquer. Voilà, et ça ne se passe pas au niveau fédéral. Ce sont des initiatives au niveau des États.
c'est bien ancré. Certains prestataires travaillant pour des gouvernements d'États des États insunnites doivent certifier qu'ils ne participent pas à United Nations boycott d'Israël pour certains contrats d'État. En général, ce n'est pas United Nations lieu propice au boycott d'Israël, c'est insensé. Et ça ne fait qu'empirer. Ça s'accélère. Donc, oui, c'est insensé. C'est absolument insensé. La direction qu'ils prennent est absolument insensée. Mais oui, voilà les États sionistes modernes. Et c'est au niveau des États. Donc, les Israéliens se sont infiltrés très profondément dans le gouvernement. Le peuple n'approuve pas ça, mais qui demande l'avis du peuple? C'est une oligarchie. Les oligarchies ne se soucient pas de ce que veulent les petites gens. Oui, il n'y a pas d'autre pays, il n'y a pas de loi similaire. Aucun État n'a une condition semblable demandant aux prestataires de s'engager à ne boycotter aucun pays sauf Israël. C'est tellement bizarre. Oui, oui, je sais. Je veux dire, regarde, il y a United Nations membre du Congrès, je ne me rappelle plus son nom. Je suis terrible avec les noms. Il se promenait au Congrès en uniforme israélien. On ne sait pas combien de membres du Congrès ont la double nationalité. Imagine s'il se promenait en uniforme russe, ou cubain, ou brésilien, ou même canadien. En uniforme pakistanais. Ouais, imagine. Se promener en uniforme canadien en tant que Canadien. Ouais, soit c'est Halloween, soit tu es fou et tu es éliminé. Mais non, porter United Nations uniforme israélien, mon Dieu, ça passe pour normal. Il sert dans l'armée israélienne. Regarde, plus de 70 pays n'autorisent pas la double nationalité quand on occupe une fonction publique. La Russie a adopté cette loi il y a 7 ou 8 ans. Il y a des années, parce que j'avais United Nations gros problème avec des citoyens aux doubles nationalités au Parlement russe, avec la citoyenneté israélienne, la citoyenneté américaine, la citoyenneté britannique. La double nationalité équivaut à quoi? Double loyauté? Non, ça n'équivaut jamais à une double loyauté. Il n'y a qu'United Nations seul pays. Une personne ne peut être fidèle qu'à United Nations seul. Le Seigneur a dit, tu sais, United Nations homme ne peut servir deux maîtres. Il en haïra United Nations. S'il est censé servir l'United Nations, il détestera l'autre. Et c'est la même chose. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et à la Knesset, d'ailleurs, on ne peut pas avoir la double nationalité. Il a dû renoncer à sa citoyenneté américaine pour se présenter à la Knesset. Mais eux, bien sûr, insinuent, Dieu sait combien de ces membres du Congrès américain ont la double nationalité. Renseignez-vous, surtout pour Israël. Ils n'ont pas à le déclarer. Donc, à moins qu'ils ne le déclarent, personne ne sait. Ce n'est pas particulièrement une information publique. Certains l'ont fait. Mais oui, donc c'est United Nations problème. Et c'est United Nations des problèmes qui influent aussi sur les relations entre les États-Unis et la Russie et sur beaucoup d'autres relations. Parce que les États-Unis ne font pas ce qui est le mieux pour les États-Unis. Les États-Unis font ce qui est le mieux pour ceux qui paient le gouvernement américain. Et ce ne sont pas seulement les Israéliens qui achètent le gouvernement américain. C'est le problème. Le gouvernement américain tel qu'il est organisé peut être acheté par quiconque en a les moyens. Regarde, le lobbying est une énorme source de revenus pour beaucoup de membres du Congrès. Et d'ailleurs, quand ils quittent le Congrès, ils reviennent ensuite comme lobbyistes. C'est normal, tu sais, je suis de retour, tu connais tous les gars, allez faire du lobbying, gagner de l'argent pour vous et pour tout le monde. J'ai 3 diplômes des États-Unis, de l'Université d'État de Caroline du Nord. Quand je faisais mon diplôme en informatique, j'en avais assez d'être dans une salle pleine de geeks. Je me suis dit, j'irai dans une classe où il y a plein de filles. J'ai pris United Nations cours en sciences politiques. J'étais United Nations peu plus vieux à ce moment-là, donc, tu sais, je ne croyais pas tout ce que le professeur disait. Et je suis allé le voir, et il a commencé à parler du lobbying. Je lui ai dit, écoute, ce n'est que de la corruption codifiée. Il m'a répondu, non, tu ne comprends pas. Le lobbying n'est pas de la corruption. Tu n'achètes pas le politicien. Tu achètes United Nations peu de son temps pour qu'il écoute tes problèmes pendant qu'il... C'est ça, tu sais, mais c'est juste légalisé. C'est du pot de vin légalisé d'une façon ou d'une autre. Et quand tu as les grands promoteurs, le secteur de la construction, il y a les grands groupes pharmaceutiques, il y a le complexe militaro-industriel, il y a de gros groupes
dans tous les secteurs, le pétrole, peu importe, tant qu'ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table. Et quand on met tout ça au même niveau, on dit que c'est pareil partout. Monsieur, tout le monde. Exactement. Et voilà le problème. Toutes les républiques finissent par tomber. C'est la nature de toutes les républiques, et elles succombent toutes à la même chose, la même corruption. Elles se transforment en oligarchie. C'est ce que sont les États-Unis. C'est une oligarchie. C'est une oligarchie largement contrôlée par de nombreux oligarques liés à Israël. Regardez la chaîne Cable News Network. C'est inquiétant, mec. Vraiment, vraiment inquiétant. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est aussi en Europe. Regardez le Royaume-Uni. Ah oui, content de vous revoir dans l'émission. Oh, désolé, il y a United Nations décalage. Vas-y, mec. Les États-Unis ont connu une énorme concentration dans tous les secteurs dans les années 80, 90 et 2000. Donc beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore le choix. Mais en réalité, si vous remontez la trace de ces marques et de ces entreprises, regardez qui possède ces sociétés. Vous arriverez à une demi-douzaine de sociétés qui possèdent toutes les grandes marques alimentaires et beaucoup de petites aussi. Dès qu'une nouveauté apparaît, ils l'achètent. Ils l'achètent, tout simplement. Pareil pour l'électronique, idem dans les télécommunications. Mais si vous poussez ça plus loin, regardez ensuite qui investit dans ces entreprises. Il y a Goldman Sachs, il y a BlackRock, les grands fonds d'investissement. Ils détiennent une part de toutes ces grandes sociétés consolidées. Au final, il y a United Nations, très petit nombre de personnes qui possèdent tout. Ils ont les mains partout. Donc oui, il ne faut pas grand-chose pour influencer qui que ce soit, parce qu'au bout du compte, c'est United Nations, tout petit groupe de personnes. Et ils ont l'argent et le contrôle. Alors que va faire Trump quand la classe des donateurs le lui demandera, quelques United Nations comme Madeleine Addison, qui lui a donné 250 millions de dollars alors qu'il est milliardaire. Il aurait pu financer sa campagne lui-même, mais il a pris 250 millions de dollars d'elle. Ils ont European Union United Nations. Ils ont European Union United Nations. Il y a European Union United Nations. Rassemblement début d'année ou peut-être à la fin de l'année dernière, où il raconte que, pendant son premier mandat, elle et son mari venaient au bureau et restaient 1 heure et demie à parler de ce dont ils avaient besoin pour Israël. Je veux dire, quelques United Nations peut simplement entrer comme ça et monopoliser 1 heure et demie du temps du président des États-Unis, parce qu'ils ont décidé qu'il était temps de discuter. Et c'est tout. Et ils ont le pouvoir. Et puis ils disent, oui, on travaille à faire réélire Trump pour United Nations, 3e mandat, à contourner l'amendement constitutionnel. Et elle répond, je suis prête à lui donner encore 250 millions de dollars. C'est complètement dingue. Je m'en souviens. Vorté, le... Et ils en parlent si ouvertement et les gens ne savent tout simplement pas. Ah oui, les gens sont trop occupés par leur quotidien pour se rendre compte que ça se passe. C'est hallucinant. Ouais. Tu sais, il y a une raison pour laquelle on a nivellé par le bas le système éducatif aux États-Unis. Juste 2 choses à considérer aux États-Unis. L'année dernière, le taux d'illettrisme total était de 20 et United Nations %. La littératie partielle était de 32%. Donc la moitié des citoyens adultes lisent mal, parfois pas du tout, ou seulement au niveau d'United Nations élèves de 4e année. En prime, une autre statistique simple. Les États-Unis subissent en moyenne 3 déraillements de train par jour, partiels ou complets. Les infrastructures ferroviaires s'effondrent. C'est en très mauvais état. Il y avait une très bonne vidéo qui circulait. On la trouve encore sur YouTube. United Nations, train Amtrak dans l'Ohio. On dirait du tiers-monde. Le train roulait à environ 5 km à l'heure et tanguait parce que les rails sont tellement déformés. Il ne peut pas rouler normalement. Voilà l'état des infrastructures. Alors pourquoi s'étonner des catastrophes techniques qui surviennent constamment aux États-Unis? Mais on ne peut pas gagner autant d'argent à réparer ça qu'en déclenchant des guerres. Pas forcément gagner les guerres, mais déclencher les conflits. Regarde, le Congrès des États-Unis vient d'approuver 9 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine, au lieu de peut-être réparer les chemins de fer ou quelque chose d'important comme ça. C'est le système. Trump est à la solde. Le Congrès est à la solde. La direction qu'ils prendront, je ne sais pas. Je pense qu'ils iront vers la guerre. Je pense qu'on ne leur laissera pas le choix.
On verra bien, mec, on verra. Merci d'être venu, comme toujours, mec. Merci pour ton temps. À plus. À plus, Stanislav.